Veuillez vous lever, la commission reprend. Vous pouvez vous asseoir. Alors, messieurs, nous allons poursuivre donc avec la seconde partie de la présentation qu'on va faire. Comme je vous dis, on va s'attarder, dis-je, au point 3.1. Et là, Madame Aptar, je suis à la diapositive 14. Donc, Monsieur Bourgault, peut-être nous expliquer, là, parce que je pense que c'est fondamental ici, on en a parlé un petit peu, mais les différences entre les ministères et les organismes. Pourquoi certains existent? Pourquoi il y a une différence entre les deux? Pourquoi qu'on fait le choix d'avoir un organisme plutôt qu'un ministère, par exemple? Vous m'excuserez en avance si je serai bref. C'est un point d'ironie, là. Je suis sincère. D'accord. Il y a à peu près 100 organismes, plus ou moins 100 organismes au gouvernement du Québec. Alors, il y a une grande diversité là-dedans. Et ça inclut les organismes quasi-judiciaires. Alors, il y en a un bon nombre. Il y a des différences. Les ministères ont une mission plus générale, tandis que les organismes ont en général une mission plus spécifique, plus précise. Mais encore qu'elle peut être assez ample, comme la Société d'assurance auto du Québec, qui a beaucoup de rôles complémentaires, mais beaucoup de rôles. La direction immédiate d'un ministre s'applique sur un ministère, tandis que dans un organisme, c'est le PDG ou le PCA qui, président du conseil d'administration, PDG ou président sans CA, qui est l'autorité sur place. Mais on va voir que ça n'enlève rien, ou pas beaucoup, à la responsabilité du ministre, puisque c'est dans son portefeuille. Le ministère souffre ou bénéficie, je devrais dire, d'un contrôle politique quotidien, tandis que l'organisme a un contrôle politique beaucoup plus espacé et distant, moins intense, en général. Le ministère souffre d'une marge de manœuvre décisionnelle plus restreinte, parce qu'il est plus normé qu'un organisme. Encore que dernièrement, des lois qu'on appelle transversales, on a parlé du Conseil du Trésor, tout à l'heure, la loi sur la fonction publique, etc., loi sur la gouvernance des sociétés d'État, limitent cette marge de manœuvre. Mais elle existe bien, elle est encadrée. Il y a la haute direction dans un ministère est nommée selon la loi de la fonction publique, comme on l'a vu, tandis que dans une société d'État, ce n'est pas toujours le cas, loin de là. C'est quoi la différence entre un organisme budgétaire et non budgétaire? Historiquement, ça pouvait tenir, mais ce n'est pas nécessairement ça. Budgétaire, ça figure au budget central. Et puis, historiquement, je ne sais pas si ça existe encore comme ça, mais il y a un temps, il y avait la Commission des accidents de travail, devenue la CNESST, dont les fonctionnaires étaient soumis à la loi de la fonction publique. Un jour, on a essayé de les en retirer, et je crois qu'on les y a ramenés. Alors, pourquoi eux et non pas ceux d'Hydro-Québec, par exemple? Tu comprends? Alors, il y a des courants. Là, on sort de mes notes, je vais être trop long. Mais, vous êtes là, j'en profite, moi, là. Mais il y a des courants, il y a des tendances dans ça. Oui. M. Bourgeat. Oui, en fait, la distinction, c'est vrai, on peut parler du personnel puis du statut du personnel, mais c'est le mode de financement, c'est-à-dire que un ministère est financé à même des crédits votés annuellement. Il est budgétaire. Un organisme qui n'a pas de revenus qui lui sont propres, parce qu'il n'y a pas d'activité qui génère des revenus, va être un organisme budgétaire. Mais la SAC, elle perçoit des... Soit qu'il va recevoir directement des crédits ou il va avoir une subvention, mais il va être considéré comme étant fonctionnant sur du budget voté par l'Assemblée nationale. Alors que d'autres entités comme Hydro-Québec n'est pas un organisme budgétaire parce que tous ses revenus proviennent de services qui sont vendus. Alors, on s'est posé la question au sujet de la SAAC, et notre interprétation, c'est que
Ce n'est pas un organisme budgétaire parce qu'il est financé à même un fonds, le fonds d'assurance automobile. Mais ça, tout ça, on n'a pas creusé la question, puis qu'il y a très peu de crédits qui viennent du ministère des Transports. Alors, il semblerait qu'on puisse le considérer comme non budgétaire. Mais si vous avez, des experts qui viennent, ça serait une question à poser parce que c'est un élément distinctif. Mais vous pourrez le vérifier dans les documents là, du budget ou du crédit des dépenses. La SAC n'est pas un organisme budgétaire. Alors, ça ne veut pas dire que la loi sur la fonction publique ne s'applique pas au personnel, ce qui est une différence dans certains cas, mais la distance. Autrement dit, à l'époque, c'était la différence entre les sociétés d'État dites commerciales. Alors, la SAC, une grande partie de ses activités relève du domaine de l'assurance. Donc, les gens payent, les permis, les établissements comme ça. Donc, il y a une zone grise, mais dans son cas, elle n'est pas considérée comme budgétaire. On pourra obtenir des précisions demain dans la présentation. Dans beaucoup de domaines typologiques, là, comme ça, on a une tradition plus britannique que française, où on va vraiment typer les choses, et on va continuer avec notre typologie. Tandis que les Britanniques c'est plus chaque chose. Les organismes, c'est le meilleur exemple que ça. Comme ça. La grande différence d'organismes dont on va parler tout à l'heure. Les ministères font l'objet d'une sujétion automatique aux lois transversales, comme la loi sur l'administration publique, la loi sur l'administration financière, la loi sur le ministère des Relations internationales, etc. Dans les organismes, c'est pas toujours autant le cas. Il y a plus de marge de manœuvre. On va voir pourquoi tantôt. Les ministères font une reddition de comptes directe au ministre, et du ministre, lui, il en fait au Conseil des ministres et à l'Assemblée nationale. Tandis que les organismes, la reddition de comptes, elle est présente, mais elle est plus indirecte parce qu'elle transite par le ministre, dont on a vu dernièrement que le ministre a été plus ou moins blâmé pour avoir remis son rapport en retard ou incomplet. Suivez mon regard. Et puis, le ministère du Conseil exécutif est plus présent pour les ministères qu'il ne l'est pour l'ensemble des organismes, encore que, dans certaines circonstances, il l'est, pour coordonner, pour appuyer, etc. Donc, la justification de tout ça, c'est que les organismes existent pour disposer de plus de latitude discrétionnaire sur le plan décisionnel des opérations, comme on l'a vu avec Santé Québec, et dans le but de remplir une mission. Et là, on verra que les missions sont très différentes. Ça peut être commercial, administrative, opérationnelle, spécialisée. Les missions ministérielles, les missions des organismes, ces organismes ont été créés pour des missions très particulières. Et ceci, la marche, c'est dans une perspective d'efficacité et d'efficience. Le classique dans ça, c'est qu'il faut toujours recourir à 1000 barrières. Il faut passer par-dessus 1000 barrières pour faire quelque chose quand on est dans un ministère. Tandis que dans une société d'État, dit-on, il y en a beaucoup moins à sauter. Il y en avait beaucoup moins. Cette marge de manœuvre découle aussi d'une distance. Chez les Britanniques, on appelle ça « at arm's length ». Cette distance de bras sépare le pouvoir politique, jugé, à mon avis, à tort, négatif et partisan nécessairement, c'est pas vrai, mais en tout cas, séparer le pouvoir politique des opérations commerciales. Mettons, ça a été vraiment le cas à Poste Canada, par exemple, quand on a créé cet organisme-là depuis un ministère. Donc, dans le cadre du gouvernement responsable, il existe des conventions et des dispositifs qui déterminent la reddition de comptes des organismes. C'est pas qu'ils n'en ont pas à rendre des comptes. Et qui déterminent aussi l'imputabilité des dirigeants. Les dirigeants ont des comptes à rendre aussi. L'intensité et la fréquence de cet encadrement au sujet de la reddition de comptes, de l'imputabilité, ça varie selon la nature et l'objet des organismes. On ne demandera pas à Investissement Québec de justifier à la semaine longue chacun de ses investissements. Même s'il y en a eu certains qui nous ont déçus dans le passé, d'autres ne nous ont pas déçus. Alors, il ne faut pas préempter les choses.
les contrôles peuvent avoir pour effet d'atténuer la responsabilité ministérielle à leur égard, sans pour autant affranchir la responsabilité des ministres face à ces organismes-là. Donc, ils ont à être moins présents dans le quotidien. Cependant, quand il y a une crise qui s'annonce, une difficulté, le ministre a la responsabilité de se jeter dans la mêlée, de s'informer, de demander des comptes et d'exiger la correction des choses. En fait, en d'autres termes, il s'agit d'équilibrer le contrôle et la reddition de comptes, d'une part, avec la capacité pour l'organisme de mener à bien sa mission légiférée qui est la sienne. Il y a très longtemps, avant qu'on... Oui. Pour bien comprendre, c'est-à-dire, alors là, bon, reddition de compte des ministres, là, on le comprend très bien, là, mais au niveau des organismes, alors, vous avez donné le nombre là, approximatif d'organismes qui existent là, au Québec, là. Alors, il y a des organismes qui ont des conseils d'administration, puis il y a des organismes qui en ont pas, qui ont un seul PDG, etc. La reddition de compte d'un organisme, par exemple, comme la SAC, avec un conseil d'administration, est-ce que le PDG, j'imagine, doit rendre compte à son conseil d'administration, d'une part, et, par exemple, un organisme qui n'a pas de conseil d'administration, la reddition de compte du PDG est faite à qui? Au ministre? Au ministre et par le ministre à l'Assemblée nationale. C'est un ministre relais. Mais non seulement un relais, c'est pas un ministre irresponsable, c'est un relais responsable. C'est-à-dire qu'il doit assurer les députés, l'Assemblée nationale, que cette affaire-là ne gaspille pas l'argent des gens, ne commet pas des horreurs sur le plan administratif ou politique, ou etc. On parlait de la responsabilité du PDG de la SAC, eu égard au fonds que gère la SAC. Le PDG a une responsabilité spécifique. Mes collègues vont souligner cela. Juste pour préciser là-dessus, celui qui est imputable de la gestion du fonds d'assurance automobile devant l'Assemblée nationale, c'est le PDG. Alors, vous avez toutes sortes de modalités de ce genre-là. On ne va pas parler des mécanismes de contrôle tout à l'heure, on pourra les évoquer, mais il y a toujours une imputabilité de cette nature-là, et ça s'applique peu importe que l'organisme ait un conseil d'administration ou pas. OK, parfait. J'ai une question. La question est ouverte pour vous, là. Je n'ai pas votre expérience encore une fois, mais traditionnellement, on va avoir un conseil d'administration, un président de conseil d'administration et un directeur général qui va faire les opérations. Ici, on a, par exemple, à la SAC et sans doute dans d'autres organismes, on a à la fois un PDG et ce qu'on appelait PCA, mais président du conseil d'administration. Oui. Comment qu'on explique cette dynamique-là en pratique, là? André va en parler tout à l'heure, mais le PCA est chargé de faire fonctionner le conseil. Le PDG est chargé de faire fonctionner l'organisme. Mais le conseil, lui, est responsable du fonctionnement de l'organisme. C'est pour ça qu'il y a un conseil d'administration à l'intérieur, selon la loi sur la gouvernance des sociétés d'État, par exemple. Veux-tu compléter maintenant ou tout à l'heure? Peut-être compléter là-dessus pour la dynamique. Donc, c'est bon. Et le président du conseil d'administration, surtout avec les changements apportés par la loi sur la gouvernance des sociétés d'État, c'est lui qui partage l'interface avec l'autorité politique, avec le PDG. Surtout pour toutes les affaires qui concernent le fonctionnement du conseil et la surveillance de la direction de l'organisme dont il est responsable. Alors, c'est souvent le président ou la présidente qui va intervenir auprès du ministre, faire le point sur les situations quand il y a des dossiers majeurs, pour le suivi puis procéder aux nominations. Il va faire aussi le lien avec l'exécutif. Alors, sous cet angle-là, mais le président ou la présidente du conseil sont nommés à discrétion du gouvernement. Contrairement au PDG, là, ce qu'on discutait tout à l'heure, où il peut y avoir un mécanisme différent. Mais c'est vraiment la personne qui est le point de chute de l'autorité politique là, au sein d'un organisme. Oui, pourra me corriger, mais dans la loi sur la gouvernance de la société d'État, qui t'a beaucoup intéressé à une certaine époque, vous prévoyez de nombreuses responsabilités particulières au conseil d'administration d'un organisme. Oui. Et ça, André va en parler tout à l'heure, la liste de ce qu'on confie. Moi, ce que je veux expliquer, c'est pourquoi cette règle-là, la distinction entre le PCA et le PDG est devenue presque un absolu aujourd'hui dans le monde de la gouvernance. C'est qu'il y a dans l'entreprise, les grandes entreprises privées américaines, il y a 30, 40 ans, il y a eu des grands scandales
dont le nom m'échappe, qui ont été provoqués par l'absence totale de capacité des conseils d'administration de comprendre, de connaître, de savoir ce qui se passait. Le PDG était à la fois directeur général et président du conseil d'administration. Alors, il contrôlait l'entrée de l'information, la discussion et les décisions. Ce qui a amené des situations où il y a eu de la fraude, de la malversation. Oui. Et une des solutions préconisées, ça a été de dire non, celui qui s'occupe des opérations va rendre des comptes au CA avec un PCA qui, lui, s'occupe des grandes orientations, de la gestion des risques, de la planif, etc. Et le Ça a été PDG importé au public dans Oui. la loi sur la gouvernance. Oui, Oui, exactement. oui. Juste avant la crise des subprimes. OK. Le PDG nommait le vérificateur. Ben oui, il faisait tout. Et le vérificateur avait des contrats de consultance dans l'entreprise que le PDG donnait. Alors, il n'y avait pas vraiment une fonction de vérification de gouvernance à ce moment-là. Je comprends. Donc, pour moi, c'est terminé sur Oui, parfait. Donc, ça nous amène à la diapositive 17, là, le dernier volet de notre présentation cet après-midi sur les mécanismes externes et internes de contrôle et de surveillance des organismes publics. Et je crois que c'est M. Fortier qui va nous expliquer tout ça. Si vous permettez, je vais le décrire de façon succincte, puis faire les énumérations, puis s'il y a des questions plus particulières, on pourra y marcher. Mais je commencerai peut-être par illustrer l'enjeu des contrôles externes et internes, comme le modèle du fromage suisse. Là. Ça qui a été un peu popularisé durant la pandémie. Donc, on aligne un certain nombre de mesures ou de tranches de fromage, puis s'assurer qu'on bloque la circulation des virus. C'est un peu le même principe avec l'ensemble des mesures de contrôle, autant des mesures de contrôle en amont qu'en aval qu'on va déployer au gouvernement. Là, je vais les décrire rapidement. Les mesures de contrôle gouvernementaux. Là, on évoquait tout à l'heure le rôle du Conseil exécutif, le rôle du Conseil du Trésor, dans le processus décisionnel lui-même, si c'en est un, et aussi dans les processus de vérification là, ou de contrôle externe. Vous avez des ministères donc, qui ont des rôles bien particuliers, là, et là, ça joue à différents égards. On a parlé donc du ministère de la cybersécurité et du numérique, le ministère des Transports, le ministère de tutelle, mais ça vaut pour tous les ministères qui peuvent avoir des fonctions horizontales. Le ministère de l'Environnement en a une, par exemple, en vertu de la loi sur le développement durable. L'Autorité des marchés publics, sur la question de la surveillance des contrats, c'en est un. Le commissaire à la lutte contre la corruption, dès qu'on a des éléments qui concernent là, des infractions aux lois qui ont des portées criminelles, la fraude, l'abus de confiance, ces éléments-là vont intervenir. Des mécanismes aussi moins évidents, mais qui vont jouer, comme la Commission d'accès à l'information, surtout avec leurs nouvelles attributions sur toute la question de la protection des renseignements personnels et des incidents de confidentialité qui peuvent se produire. Alors, ça nous donne ce élément-là dans les contrôles gouvernementaux. À ça s'ajoutent les mécanismes de contrôle parlementaire. On a parlé de la Commission de l'administration publique. Elle va avoir un rôle de façon plus particulière de pouvoir donner suite aux enquêtes, travaux du vérificateur général, mais aussi d'études de tous les rapports qui doivent être produits en vertu de la loi sur l'administration publique. Et il y a beaucoup de rapports aussi qui sont produits par toutes sortes de lois, toutes sortes d'exigences qui sont déposées à l'Assemblée, qui sont à la disposition des... les mécanismes parlementaires traditionnels, la période des questions, les ministres peuvent faire l'objet d'interpellations sur des questions précises, les débats qui peuvent être tenus à l'initiative soit de l'opposition ou selon le gouvernement, ça constitue autant de mécanismes de contrôle plus évidents qui peuvent y aller. En commission parlementaire, c'est l'étude des crédits qui est probablement l'exercice le plus lourd de contrôle qui vont jouer. Les commissions parlementaires peuvent se donner des mandats d'initiative ou être mandatés pour faire un certain nombre d'activités. Le vérificateur général, pas besoin d'insister, on connaît assez bien son rôle. Protecteur du citoyen, qui va exercer un contrôle et chercher à trouver des solutions lorsque des citoyens craignent ou même de sa propre initiative pensent qu'ils peuvent être lésés dans les processus.
ça devient un mécanisme. Et surtout, quant aux responsabilités qu'on a ajoutées, quant à toute la question de la dénonciation des actes répréhensibles, donc sur la capacité de faire enquête et même publiquement à ce moment-là de faire état de situations problématiques et de faire des recommandations, si oui ou non les ministres ou les dirigeants d'organismes ne donnent pas suite, et aussi le contrôle qu'il peut exercer pour protéger contre les représailles à la suite de dénonciation d'actes répréhensibles. Alors, vous avez là les grands mécanismes là, qui relèvent du contrôle parlementaire. Et on a aussi, au sein des organismes, des sociétés comme la Société d'assurance automobile, mais ça, c'est commun à peu près à tous ces organismes-là, surtout avec la loi sur la gouvernance des sociétés d'État. Donc, vous avez le conseil d'administration qui joue un rôle important dans l'approbation, dans l'adoption d'un certain nombre de politiques, de plans sur les questions des budgets. Là, on pourra aller dans le détail, mais qui fait un peu le même exercice que l'exécutif, mais pour les fins de l'interne de l'organisme, qui surveille la direction puis l'administration générale de l'organisme. Le PDG lui-même qui a des responsabilités qui doit faire rapport. Le conseil d'administration va former des comités qui vont l'éclairer, qui vont analyser, qui vont même faire des recommandations quant à l'approbation ou l'adoption des règles d'un certain nombre de mesures. La loi sur la gouvernance des sociétés d'État oblige les organismes à se doter d'au moins 3 comités, comité d'audit, comité d'éthique et de gouvernance, comité de ressources humaines. Mais chaque organisme peut remodeler un peu leurs responsabilités, s'en ajouter. Vous aurez l'occasion... Ces comités-là relèvent directement du CA? Relèvent du CA et sont formés des membres indépendants du conseil d'administration. Il faut toujours rappeler que aussi, en vertu de la loi, les membres du conseil d'administration doivent être aux 2/3 des membres indépendants. Et ça, dans le processus de nomination à l'exécutif, aux emplois supérieurs, on s'assure, on vérifie le caractère indépendant des membres qui doivent être nommés sur ces conseils-là. Ensuite, donc les mécanismes internes, les responsabilités qu'on peut avoir. Chaque comité va avoir des responsabilités particulières. Puis on peut le creuser, vous pourrez le creuser là, pour la SAC. Le comité d'audit, par exemple, lui, va vraiment servir davantage, je vous dirais, d'éléments de détecteurs pour attirer l'attention à la fois du conseil d'administration et du PDG sur des situations problématiques, pas sur des risques ou des enjeux. Il ne gérera pas à la place, mais pourra vérifier si oui ou non on a bel et bien mis en place les mécanismes qui doivent permettre de détecter les choses. Est-ce qu'on a mis en place une politique de gestion des risques? Est-ce qu'on les évalue bien? Est-ce qu'on les identifie bien? Est-ce qu'on les gère? Donc, le comité va régler là-dessus. Et qui vient appuyer le comité d'audit, comme le PDG, de qui le relève, c'est l'audit interne qui vont appuyer le travail à la fois du PDG et du comité d'audit sur ces choses-là. Donc, on pourrait aller dans plus de détails, mais ça vous donne une idée de l'étendue des mécanismes qui peuvent jouer ensemble. Alors, le défi, je vous dirais, avec une certaine vue d'ensemble de l'administration, c'est quand on aligne ces différentes mesures-là, soit qu'on les superpose ou qu'on les juxtapose, est-ce que les trous du fromage sont alignés ou pas? Parce que si les trous du fromage sont alignés, chaque mécanisme a des points faibles et des points forts. Mais si les mécanismes sont alignés de façon telle que l'air circule entre les trous directement, c'est comme ça que les problèmes peuvent circuler en profondeur dans un organisme au sein du gouvernement avant qu'ils soient détectés et qu'on puisse agir. Alors, le défi est celui-là. Même chose, si vous multipliez les mécanismes de contrôle et que ce n'est pas bien calibré, bien là, vous risquez de paralyser votre organisme. Et ça va créer d'autres types de problèmes et ce n'est pas beaucoup mieux. Et si vous n'en avez pas assez, bien là, ça devient là, un champ libre. Alors, au fil du temps, donc, on a déployé ce genre de mécanisme-là. Et qui amène, là, qui vous complique un petit peu la vie pour savoir finalement qui, en bout de course, peut avoir eu à agir dans telle circonstance. Mais c'est l'ensemble des fils là, qui peut exister. En tout cas, une description, là, je dirais, synoptique. Est-ce qu'on peut, juste avant de passer la parole, est-ce qu'on peut résumer que trop, comme l'adage le dit, trop, c'est comme pas assez? Comme dans toute chose. M. Bourgault. Adage pour adage. La structure n'est jamais aussi forte que la culture. Tu peux multiplier les structures, les procédures.
si les gens qui sont dans la place, au vu de ce qu'ils voient, choisissent de regarder ailleurs, consciemment ou non, parce qu'ils savent que c'est ça qui est attendu d'eux, il y a un problème. Et donc, il faut vraiment travailler sur la culture des gens pour qu'ils soient intolérants envers ce qu'ils trouvent incorrect. C'est mon éditorial. Depuis Charbonneau, etc., il n'y a pas de la formation qui est obligatoire maintenant en matière d'audit, en matière d'éthique, de déontologie, à votre connaissance, plus Fortier? Il se donne des formations de différents niveaux. Les organismes vont le faire. D'ailleurs, ça fait partie de leur responsabilité de les voir. Mais je dirais que la formation, puis je travaille dans le milieu universitaire, au milieu de l'éducation pendant longtemps. J'avais des collègues. Des fois, on n'aime pas toujours ça, entendre ça dans le milieu de l'éducation, mais l'éducation, c'est pas une condition, c'est une condition nécessaire, mais c'est pas une condition suffisante à la réussite ou à la bonne conduite. Ça rejoint un peu ce que Jacques souligne. Il y a des éléments de culture. Il faut que dans un organisme, on soit attentif quand on commence à constater certains comportements problématiques ou pour des fins d'expédition. On met en place des expédients pour arriver à un résultat donné, ou quand on prend sur soi la décision d'essayer de contourner des règles ou de dissimuler des informations. Parce qu'on pense que ça va nous permettre d'atteindre les résultats escomptés, puis en bout de course, ça va être un bien. Et souvent, c'est pas forcément de la malice, c'est pas toujours des intentions là, malicieuses. C'est là où ça glisse. Et généralement, ce ne sont pas des générations spontanées, c'est des choses qui peuvent mettre des années à se développer, ou encore on a conservé des anciennes méthodes parce qu'on trouvait que c'est plus expédient, plutôt que de s'adapter à des choses qu'on change ou que l'autorité... Et c'est là qu'on crée des zones problématiques. Et comme on l'a vu dans toutes sortes de dossiers, c'est qu'il arrive un moment où l'occasion crée le larron. Et là, ben, on se dit, d'accord, on y va, puis ensuite, on est obligé de... Donc, ça se fait, ça se donne, puis c'est pas allé, mais c'est pas suffisant. Dans le même sens, n'est-il pas arrivé que des divulgateurs ont été punis pour avoir divulgué? Ceci a amené à reformuler la loi, les obligations, etc. Mais est-ce que cette reformulation-là était suffisante? Je ne sais pas, je n'ai pas évalué. Mais ça a été le but de revoir, tu parlais de la commission protecteur du citoyen. Exactement. Alors, je ne sais pas. Il y a autre chose que j'ajouterais, si vous permettez, c'est que beaucoup de ces mécanismes-là aussi se superposent, sont dans des zones très voisines. Donc, c'est pas toujours clair pour la personne, soit que la personne veut dénoncer ou se retrouve dans des situations problématiques, à qui elle doit s'adresser. Alors, ça fait partie du problème. Vous pouvez ajouter des dispositions, mais si vous jouez dans les mêmes tables de tout le monde, à un moment donné, on ne sait pas trop à qui on peut s'adresser. Et ça crée des situations, finalement, où on échappe des balles, tout simplement. Parce que les gens se disent, ah ben c'est un tel qui doit s'en occuper, c'est pas moi, ça devrait être l'autre. Alors, des fois, les responsabilités ne sont pas toujours claires. Et sur l'aspect éthique, peut-être que Louis pourra ajouter, mais c'est vraiment la conduite des personnes. Là, on est dans un univers où, au-delà de la règle, il faut appliquer un certain nombre de principes, un certain nombre, je dirais, de règles morales, et sans vouloir donner toujours ou faire la leçon. Il faut être capable d'intervenir de la part des autorités quand on voit des comportements comme ça, puis essayer de les corriger, de les éviter. Si on laisse faire puis on attend que là, ça prend des proportions trop graves, on rentre tout de suite dans des régimes de dénonciation et de punition qui risquent de créer plus de problèmes que si on était intervenu au bon moment pour éviter que ça glisse dans les organismes ou au sein du même ministère. Mais ça, c'est mon volet éditorial. M. Borja, j'ai peut-être une dernière question avant de vous permettre de faire votre volet éditorial à vous aussi. C'est la dernière diapositive, là, toute la question des règles de déontologie, là, que ce soit pour les fonctionnaires, les administrateurs de la SAC, le personnel politique de cabinet ou les députés et les ministres. Pouvez-vous rapidement nous faire la nomenclature de celle-ci? Et après ça, on vous laissera le mot de la fin
pour votre Oui, éditorial, ben, le cas échéant. Mon pseudo-éditorial est exactement dans ce sens-là. Allez-y, on vous écoute. Parce que sur ce dernier point, les règles de déontologie, on a souhaité les faire intervenir à la fin en particulier, parce que elles ont une portée, pas toujours, des fois c'est des obligations précises de ne pas accepter des dons, de ne pas faire ça. Mais dans l'univers de la déontologie, souvent on va s'exprimer par ce qu'on appelle des devoirs. Vous connaissez, Monsieur le commissaire, le code de déontologie du barreau, c'est plein de, j'allais dire, de bonnes intentions. Oui, de bonnes intentions, de devoirs, de se comporter de telle façon. Alors que la plupart des régimes de contrôle dont on parle jusqu'ici, là, ça dit le fonctionnaire qui s'apprête à lancer un contrat va poser tel geste, il va aller voir le trésor, il va faire valider. Ensuite, il va publier, il va diffuser, il va informer des gestes précis qu'on dit, l'as-tu fait ou tu ne l'as pas fait? Je l'ai fait. Et ainsi de suite. Alors, il y a beaucoup de ces interventions-là qui sont des processus, des actes précis qui visent des validations, des confirmations, de la sécurité, de la prudence. Alors que dans la déontologie, comme on vise l'attitude morale des personnes, souvent, au-delà des exigences des fois pointues, on va dire, ben, le fonctionnaire doit se comporter. Et là-dessus, un des beaux exemples qu'on a, c'est le régime déontologique qui s'applique aux fonctionnaires du gouvernement, de la fonction publique du Québec, donc à la SAC, aux fonctionnaires, aux acteurs qui ont été possiblement impliqués dans ce sur quoi vous penchez. Alors, je vais faire ça rapidement, là. L'article clé, c'est l'article 5 de la loi sur la fonction publique. Je vois que vous opinez, vous le connaissez, c'est toute une section, mais l'article 5 est la clé. On dit que le fonctionnaire doit faire preuve de loyauté. Il doit exercer ses fonctions dans l'intérêt public, d'accord, au mieux de sa compétence, on espère bien, avec honnêteté et impartialité. Bon, c'est quoi l'honnêteté dans le cadre d'un processus comme celui qui est sous votre... L'honnêteté, est-ce que c'est d'être franc, transparent et d'expliquer aux autorités les difficultés qu'on rencontre? Je ne le sais pas, puis vous allez sans doute le découvrir. Mais il y a beaucoup dans la plupart des textes, là, je regarde, puis on ne passera pas à travers, là, rassurez-vous. Le régime des fonctionnaires, je viens d'en parler. Le régime des administrateurs de la SAC, qui vient de 2 textes différents. Le code de déontologie des administrateurs publics, des membres du CA, qui vient des emplois supérieurs, puis celui qui vient de la SAC. Vous avez des dispositions comme celle-là qui disent que le membre du conseil d'administration doit avoir une contribution faite dans le respect du droit, honnêteté, loyauté, prudence, diligence, efficacité, assiduité. Ça, c'est tout. Vous allez dire, oui, mais c'est des poignées qui sont toutes molles, qui sont pas... C'est sûr que ça n'a pas le mordant d'une poursuite pénale, mais ce sont des obligations que dans les fonctions publiques classiques, on souhaite voir se réaliser, s'appliquer et être sanctionné. Alors, si moi, je peux terminer avec un éditorial, c'est juste de dire, n'ayez pas nécessairement le réflexe de multiplier. Peut-être qu'il y a des trous là, qui sont des trous de fromage, comme tu dis, qui vont vous sauter aux yeux, mais ne négligez pas la dimension éthique qui a pu faire défaut dans le comportement de certaines personnes. Mais ça, moi, je ne le sais pas. Alors voilà. Et tout l'arsenal éthique, là, vous l'avez pour les fonctionnaires, les membres du CA, les dirigeants aussi, le personnel politique des cabinets, les députés, les ministres. Ils ont chacun... C'est plus diffus pour les députés, les ministres. C'est beaucoup plus précis et ferme pour les fonctionnaires, les dirigeants et les administrateurs. Mais il y a là un matériel
j'allais dire de contrainte, c'est pas de contrôle, mais de validation de ce qui a été fait par rapport à ce qui aurait pu ou dû être fait. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Oui, M. Bourgault. Quand j'entendais Louis... excusez-moi, M. le commissaire. Quand j'entendais Louis parler tout à l'heure, je pensais à cette affaire. On préconise plutôt de revoir ce qui existe dans une perspective de smart ruling plutôt que de overruling. Donc, plutôt que d'ajouter des couches, des mauvaises couches sur des mauvaises couches, essayons de penser systémiquement comment il faut faire. Je connais une juridiction dont le code d'éthique s'appelle le code d'éthique et de valeur, et où la vérification se fait sur valeur. Et une des 10 dimensions de vérification, le cadre de responsabilisation de gestion, porte sur l'éthique et les valeurs. Et on insiste pour que chaque organisation en continu, sur chacun de ses employés, fasse des initiatives comme ça, diverses, pas seulement de la formation, ça peut être du renforcement, ça peut être de l'exemplification chaque année. Alors, c'est une manière de faire les choses un peu différemment, peut-être. Mais vous savez, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Alors, quelquefois, quand on dit telle chose se passe, on dit non, ça ne doit pas être vrai, là. J'aime mieux pas avoir à m'en occuper parce que mes patrons ne seront pas contents. Juste pour compléter, j'avais une question suggestive pour ce que vous référez au document, mais par rapport aux règles applicables, là, je vous suggère pour les fonctionnaires, la loi sur la fonction publique, le règlement sur l'éthique et la discipline dans la fonction publique. Pour les administrateurs de la SAAQ, le règlement sur l'éthique et la déontologie des administrateurs publics, le code d'éthique et de déontologie des administrateurs et vice-présidents de la Société d'assurance automobile du Québec. Oui. Pour le personnel politique, cabinet ministériel, on parle du règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel du cabinet, d'un cabinet ministériel. Et pour les députés, le code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale. C'est bien ça? Exact, qui est une loi. Voilà. Le code est une loi. Si c'était si simple, il n'y aurait jamais d'évasion fiscale. Donc, ça complète. Merci infiniment, messieurs. Jamais de commission d'enquête. Vous êtes entendu avec les participants? Est-ce qu'il y avait des questions de précision, quoi que ce soit? Question de complément, pas de problème. On va mettre la prise. C'est une question, Maître Tremblay. Est-ce que vous entendez déposer la présentation? Oui, merci, vous le rappel. Donc, on va déposer la présentation Oui, sur 5P5, je crois. Oui, merci. Juste pour le redire la cote, Mme la greffière? C'est 5P5. Parfait. Merci. Alors, bonjour messieurs. Sébastien Laprise, je représente la Société d'assurance auto du Québec devant cette commission et je dois vous avouer que c'est un privilège pour moi de vous avoir entendu cet après-midi. C'était très intéressant. Non seulement parce que vous étiez intéressant, mais également parce que je vous ai déjà lu, particulièrement Maître Bourgeois, évidemment, dans le cadre de ses ouvrages antérieurs. Justement, je commence avec vous, Maître Bourgeois. Vous avez indiqué qu'à un certain moment donné, et ça découle d'ailleurs d'une recommandation de la Commission Charbonneau qui a été mise en œuvre, lorsqu'on a créé l'Autorité des marchés publics, on a scindé en quelque sorte le rôle du secrétariat du Conseil du Trésor en deux. On l'a séparé, on l'a dissocié et on a délégué à l'Autorité des marchés publics la fonction de surveillance. Le rôle d'accompagnement et de support des organismes publics dans le cadre de la gestion contractuelle, par exemple, est dévolu à qui actuellement? Quelle question? Je sens que c'est un piège. Pas du tout. Non, non, c'est une discussion. Généralement, il connaît la réponse. Lorsque je regarde ce qui était... Je n'ai pas fouillé l'ancienne loi sur le Conseil du Trésor, la loi d'administration publique sur le Conseil du Trésor, mais il me semble que la surveillance du cadre de gestion des organismes, bien, c'est sûr que les organismes ont une responsabilité. C'est dit d'ailleurs qu'ils doivent respecter le cadre, qu'ils doivent se soumettre à ce... Alors, ils ont cette responsabilité-là. Mais
l'organisme qui me semble avoir la responsabilité de surveiller si ça se passe, ça me semble être l'AMP. OK. Mais le rôle Mais j'ai d'accompagnement et à titre prospectif, non pas rétrospectif, un peu à la manière d'une instance de surveillance telle l'AMP, mais à titre prospectif, là, d'établir des directives, des politiques. J'ai compris de votre présentation que ça appartenait au Conseil du Trésor. Ah, il faudrait que... Vous n'êtes pas certain? Ça m'obligerait à aller relire les textes que j'ai parcourus d'une manière peut-être un peu trop... Mais je sais que les ministres, lorsqu'on regarde le domaine des ressources informationnelles, là, par exemple, le ministre de la Cybersécurité et du numérique, c'est beaucoup lui qui a la responsabilité de faire des stratégies, des politiques, puis d'essayer de pousser la machine vers des valeurs, des perspectives et des visions différentes. En amont des processus. Oui. Alors, est-ce que pour les contrats, on a la même chose et qui le fait? Je suis embêté de Très bien. répondre. Je vais prendre... la réponse, mettre Exact. la prise, on la Oui, connaît tous. Là. oui. C'est-à-dire que ça rôle-là appartient au secrétariat du Conseil du Trésor. Je connaissais la réponse. Ils ont gardé, quand ils ont créé l'AMP, là, je témoigne pas de cet expert, ils ont créé, petite connaissance personnelle, quand ils ont créé l'AMP, le Conseil du Trésor a conservé cette approche-là et ça a été débattu en commission parlementaire. Pourquoi l'à propos de maintenir ça au secrétariat? Est-ce que vous me corrigez? Ou... Non, c'est parfaitement. Je savais que vous étiez déjà au courant, évidemment, par vos fonctions passées. Je voulais m'assurer que le public avait bien compris cette distinction. Que vous aviez effleuré. Elle est fondamentale, Elle est fondamentale, effectivement. Dans le but de l'exercice. Et d'ailleurs, les recommandations qui pourraient viser ces mesures vont être adressées au secrétariat du Conseil du Trésor. La prochaine question et discussion s'adresse à M. Pelletier. Alors, je voulais attirer votre attention, M. Pelletier. Vous avez indiqué dans votre... Il n'y a pas de Pelletier. Attendez. Ça, c'est dans mes notes. Attendez un petit instant. Ce qui ressemble le plus à Pelletier, c'est vous, M. Fortier. Si c'est moi, c'est Fortier. Ah bon, désolé. Je me suis trompé dans mes notes. Excusez-moi. Alors, vous avez indiqué, en matière de responsabilité ministérielle, que, particulièrement au sein du cabinet, à l'égard des membres du personnel de cabinet, que la responsabilité ministérielle à leur égard était immédiate. Pourriez-vous nous dire comment s'explique ce concept-là? Sous deux angles, si vous permettez. Tout d'abord, parce que ce sont des employés du ministre. Alors, ils sont sous son autorité immédiate. Et ils agissent vraiment sous son autorité. Alors, sous cet angle-là, lorsque le personnel du cabinet agit, autrement dit, à un degré plus élevé qu'un fonctionnaire qui peut avoir, ou que le sous-ministre qui, lui, a ses responsabilités propres en vertu de la loi, lui, il agit véritablement dans le cadre de l'action du ministre. Le directeur de cabinet, s'il se promène, puis il dit, bien, le ministre veut ci, bien là, le fonctionnaire peut être en droit d'interpréter que peut-être, oui, le ministre lui a demandé, mais s'il sent que la dynamique, ce qu'on lui demande de faire pose problème, bien là, ce qu'il doit faire, bien là, il va aller voir son sous-ministre adjoint, son sous-ministre, écoutez, là, un attaché politique du cabinet ou le directeur de cabinet me demande de faire quelque chose qui semble problématique ou contraire à ce qu'on a entendu. Maintenant, on va aller vérifier auprès du directeur de cabinet, même auprès du ministre. Est-ce que c'est bel et bien ça que vous vous demandez? Voici quel est l'enjeu. Et ça, c'est des situations qu'on rencontre assez fréquemment dans les cabinets. Et à ce moment-là, le directeur de cabinet ou le ministre doit prendre des dispositions pour s'assurer qu'il n'y a pas de distinction, là, qu'il n'y a pas de brouillage sur la ligne. Et il faut que la façon dont le travail ou les relations entre le cabinet et le ministère ont été dessinées, que ces situations-là, quand elles se produisent, soient résolues rapidement. Et chaque ministre va trouver des façons différentes de travailler avec son cabinet puis le ministère. Il y a des ministres, par exemple, qui interagissent très peu avec les fonctionnaires. Ils vont tout faire passer par leur directeur de cabinet ou par les attachés politiques, tandis que d'autres ministres, sur les questions de politique du ministère, vont asseoir les fonctionnaires et le personnel du cabinet en même temps, puis ils vont discuter de ces choses-là. Mais en tout temps, les gens du cabinet agissent
au nom du ministre, comme s'ils étaient une émanation. Alors, dans le cadre de la responsabilité ministérielle, surtout à l'égard des ministères, ça peut être la même chose avec les organismes aussi. Le ministre peut dire à un organisme, si vous avez des choses de manière courante, vous communiquez avec soit le sous-ministre, vous communiquez avec quelqu'un, mon cabinet ou mon directeur de cabinet, puis là, au besoin, je pourrais intervenir et ces choses-là. Mais en tout temps, à ce moment-là, c'est son autorité à lui qui est engagée. Et il est responsable de la conduite des membres de son cabinet. Alors, si les membres de son cabinet posent des gestes qui posent problème, c'est à lui d'intervenir. Donc, ce qu'on évoquait tout à l'heure, par rapport aux organismes, ce que M. Bourgault décrivait là, en citant Borden, ça va être la même chose. Le ministre doit savoir ce que son cabinet fait. Et là, c'est peut-être encore plus proche de ce qu'on évoquait. C'est difficile pour un ministre de dire que je ne sais pas ce que mon cabinet faisait. Voilà. Parce qu'il travaille étroitement avec son directeur de cabinet, avec le personnel politique. Et ça, c'est honnêtement, il y a l'articulation du cabinet. Mais ça, c'est dans les situations où on va mettre en cause les gestes ou l'action de membres du cabinet. Ici, par exemple, dans des communications avec un organisme sous la responsabilité du ministre, un représentant du cabinet est rencontré, on lui communique des informations. Son rôle est de relayer les informations au ministre et au sous-ministre. Son rôle est de le relayer. Puis dans certains cas, comme vous dites, ça peut être directement au directeur de cabinet ou au ministre selon l'organisation du travail qu'on a convenu dans les dossiers. Dans certains cas, c'est de faire le lien avec le ministère en disant voici ce qu'il en est. Le cas problématique que généralement les gens de cabinet peuvent rencontrer, c'est que vous avez des gens, ça peut être du ministère, d'un organisme ou des tiers qui vont profiter de l'occasion de rencontrer un membre de cabinet ou dire, je vais te dire quelque chose, là, mais parle-en pas à ton ministre. Alors, ça c'est un signal d'alarme. Quand quelqu'un veut vous dire, là, il faut exercer son discernement. Des fois, est-ce que ça mérite l'attention du ministre? Si c'est ça que ça veut dire, pas problématique. Mais si on veut l'informer de quelque chose qui peut être significatif et grave en disant « parle-en pas à ton ministre », le seul conseil que j'ai pu donner à des membres de cabinet quand j'en ai dirigé, puis même à des gens qui par la suite, c'est « première chose que tu fais, parle-en à ton ministre ». Recueille l'information, puis parle-en, parce que sinon, il engage son ministre aussi. Si on l'avise d'une situation problématique, ça crée des situations aussi. Bon, c'est de notoriété publique, je ne l'évoquerai pas autrement, mais souvenez de la crise d'Oka. Alors, qu'est-ce qu'il y avait au cœur de l'enjeu qui a créé? C'est une information que quelqu'un du cabinet aurait eue de la part de quelqu'un, mais on lui a dit de ne pas informer son ministre. Et elle a jugé préférable, cette personne-là, de ne pas informer le ministre, et ça a entraîné une partie des problèmes. Alors ça, c'est le cas classique qu'on voit. Il faut en tirer la leçon quand on est dans un cabinet. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Oui, tout à fait. Merci. Vous avez également évoqué, M. Fortier, dans le cadre de votre présentation, les comités du conseil d'administration. Vous avez évidemment évoqué le conseil d'administration comme instance de gouvernance, mais également de sous-comités formés de membres, vous avez dit, indépendants du conseil d'administration. Donc, si je comprends bien votre présentation, si la commission doit considérer les informations reçues par des membres de conseil d'administration, elle doit également considérer les informations reçues de sous-comités du conseil d'administration. Là, je ne sais pas jusqu'où vous allez dans le sous-comité, mais il y a des comités. Mais la dynamique, c'est que un comité du conseil travaille aussi avec l'administration ou avec la direction d'un organisme. Alors, ils vont traiter les informations. Et prenons le cas, dans le cas où un comité du conseil a recommandé au conseil l'adoption ou l'approbation d'une politique, d'une règle. Généralement, on va le travailler avec les gens de la direction qui sont concernés, avec les fonctionnaires de l'organisme, jusqu'à temps qu'on en soit satisfait pour se dire, bien, une fois qu'on a ça, bien, on l'amène au conseil. Alors, jusqu'à quel point on considère l'information, mais ça fait partie du processus décisionnel. Alors, c'est sûr que selon la façon dont on va alimenter un comité ou un sous-comité, bien, ça va se répercuter dans la suite
Mais la question est la suivante, c'est que des fois, quand surtout des dossiers peuvent passer à plus d'un comité, bien là, vous avez des membres indépendants qui possèdent une information que peut-être leurs collègues qui n'étaient pas sur le comité ont. Et c'est à ça que ça sert, là, de répartir le travail en comité, c'est d'amener les différents points de vue, dans certains cas de situer l'historique, puis d'être capable de questionner la direction. Alors, ça fait partie d'un tout, là. On peut pas dissocier sous cet angle-là le CA de ces comités, si c'est ça que vous avez en tête. Effectivement, c'est un peu le propos sur lequel je voulais vous entendre. Vous avez indiqué également dans votre présentation une liste de contrôles internes. Je ne vous ai pas entendu sur les contrôles externes, c'est-à-dire le recours à des firmes externes de consultants, d'auditeurs qui viennent soutenir le conseil d'administration. Est-ce que c'est une pratique répandue au sein de l'administration publique? Je ne l'ai pas identifié comme tel parce que ce n'était pas la perspective que j'avais. J'étais plus dans un cadre formel. Mais il n'y a rien qui empêche un organisme, pour toutes sortes de raisons, de faire appel à des ressources externes. Le défi, c'est de s'assurer de la qualité des ressources. Même au gouvernement, on le fait. Par exemple, quand on a besoin de faire des audits auprès d'organismes si on manque de ressources, bien, on va faire appel à des bureaux puis à des experts là-dessus. Mais il faut juste s'assurer que les personnes sont capables de faire le travail. Tout dépend du contexte. Si vous n'avez pas toutes les ressources, c'est pas un problème en soi. L'enjeu, c'est le parallèle que je pourrais faire, c'est pas forcément de prendre une décision, c'est de prendre la bonne décision. Souvent, on se contente du processus qui dit, ben, ça nous amène à la décision, ça nous amène à un choix, mais est-ce qu'on a fait le bon choix? C'est là qu'est le gouvernement. Si vous avez, sous un angle plus précis, est-ce que là, tel expert, dans telle circonstance, on l'a choisi? Bien là, il faut l'apprécier en fonction du contexte. Mais quand la loi exige, par exemple, que c'est un vérificateur externe sur les états financiers, bien là, oui, c'est une forme de contrôle externe qui est précis, mais les états financiers sont acceptés par le conseil d'administration, puis ensuite, ça suit la chaîne. Donc, il faut qu'il cadasse les choses. Quand c'est pour des activités particulières où là, on fait appel à des sous-contractants, des choses comme ça, bien, en bout de course, c'est le donneur d'ouvrage qui a la responsabilité de surveiller l'ensemble de l'œuvre puis de procéder correctement. Mais je comprends que c'est une pratique que l'on voit dans certaines organisations publiques. On le voit dans à peu près toutes les organisations publiques qui ont une certaine taille et qui ont des responsabilités. Vous avez effleuré le sujet des études de crédit. Pourriez-vous nous en parler davantage? En fait, l'étude de crédit, c'est qu'à chaque année, au moment ça c'est lié au cycle budgétaire, donc la politique budgétaire du gouvernement fait l'objet d'un vote à l'Assemblée nationale, donc le budget est voté. Les crédits budgétaires aussi. Donc, les commissions parlementaires, pendant, de mémoire, c'est autour de 200 heures, les commissions parlementaires vont, comment je pourrais dire, compétentes, vont étudier les crédits budgétaires soumis par le gouvernement pour chacun des ministères, y compris des organismes. Donc, les ministères sont appelés entre guillemets, à répondre de leur crédit. En pratique, on va dire que ça prend souvent une tournure politique sur un certain nombre d'enjeux. Mais ça, c'est une période au cours de laquelle l'opposition peut questionner le gouvernement sur les crédits, y compris les organismes du portefeuille. Généralement, si vous voyez, là, si vous regardez ça à la télévision, vous allez voir l'aéropage de fonctionnaires d'un ministère, de gérants d'organismes, qui sont à disposition de la commission parlementaire pour répondre. Et là, c'est une application intéressante de la responsabilité ministérielle. On disait tout à l'heure que le PDG, dans le cas de la SAC, est imputable devant l'Assemblée nationale de sa gestion du Fonds d'assurance automobile. C'est des choses plus spécifique, mais dans les autres cas, il y a le CAP pour le sous-ministre est responsable ou le dirigeant responsable de sa gestion administrative. Là, il peut être questionné directement par le parlementaire, mais dans les autres cas, on questionne le ministre. Et là, c'est le ministre qui peut décider. Est-ce que je demande à un des fonctionnaires ou à un des dirigeants d'organisme de venir répondre à ce moment-là, ou il va demander la permission au parlementaire. Parce que c'est le ministre qui doit... Parce que c'est le ministre qui est imputable, qui doit répondre. Alors,
Selon le degré de courtoisie ou selon le contexte, on va accepter que le fonctionnaire vienne répondre. Dans d'autres cas, on va dire non, ministre, faut que tu viennes expliquer ton affaire. Alors, ça fait partie aussi, là, quand on dit répondre en chambre, là, de la dynamique. Alors, le contexte de l'étude des crédits. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les ministères, les organismes doivent produire des réponses à des questions que les parlementaires suivent dans des délais très, très serrés. C'est un peu ritualisé, mais il y a toujours des choses nouvelles qui s'ajustent et c'est une quantité considérable d'informations qui peut servir aux parlementaires lors de l'étude des crédits, mais qui va leur servir aussi tout au long de l'année là, pour leurs critiques. Donc, il est possible que la Société d'assurance auto se soit prêtée à un tel exercice dans le cadre des travaux. Ça, c'est pas impossible. Et lors de l'étude des crédits, on peut très bien dire à la ministre, bien là, on va consacrer. Des fois, pour certains organismes, on va même prévoir du temps. Alors, là, il faudrait voir dans l'organisation du temps de la commission, lorsqu'ils ont étudié le portefeuille là, du ministre, on va prévoir un temps. La Caisse de dépôt a un temps, Hydro-Québec a un temps particulier, à l'intérieur de l'enveloppe de temps qui est allouée au portefeuille ministériel en question. Et ça varie beaucoup, là, selon les époques. Comme là, vraisemblablement, le ministère de la Santé, éventuellement, il va y avoir une enveloppe de temps pour Santé Québec, qui est une autre entité. Alors, il va y avoir ce débat-là à l'étude des crédits. Alors, je vous remercie de ces réponses fort intéressantes, M. le commissaire. Oui, merci, M. Laprise. Procureur général? Non? Pas de questions? Parfait. Et interrogatoire, maître? Point de vue pour nos travaux, mais d'un point de vue personnel aussi. Donc, merci, messieurs. Bon Tout à retour fait. à Québec. Vous êtes très intéressant. Vous avez passé une très belle journée. Vous nous avez fortement éclairé ce qu'on avait besoin. Puis ça va servir de mise en bouche avec les prochains témoins qui s'en viennent. Alors, vous êtes, messieurs, tous très inspirants. Puis c'est un honneur de vous entendre aujourd'hui. Merci. Donc, ça terminerait la journée, Monsieur le commissaire. On va reprendre demain Maître Sarrazin. Alors, reprise des audiences de la commission, Merci. 9h30 demain matin. Payez-vous lever la commission à jour?